Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Max de la chaîne L'Investisseur Indépendant. Et je vous retrouve aujourd'hui suite à la vidéo qui est sortie il y a 15 jours, où on avait donc parlé de la baisse du taux du livret A et de tous les livrets d'épargne réglementés et non réglementés d'ailleurs, puisque il faut bien savoir que le livret A, c'est le baromètre qui va servir à fixer les taux des autres livrets en vigueur. Et donc ça y est, la baisse est effective donc depuis le 1er août. Donc il y a quelques jours au moment où je tourne cette vidéo. Et quand j'ai sorti cette vidéo il y a 15 jours, en fait, il y a eu un commentaire sous la vidéo qui m'a demandé, en fait, ok, donc c'est bien, effectivement, tu nous dis que le taux de livret A baisse, est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que c'est une catastrophe? Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, avec l'argent qu'on a sur notre livret A? Et donc, je me suis décidé d'en faire une vidéo parce que je trouve que c'est une excellente question. Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, à savoir que je vais me mettre dans la peau, en fait, comme si je m'adressais à quelqu'un, en fait, qui n'avait jamais investi, qui était vraiment débutant, qui voyait donc, en fait, les taux des livrets réglementés baisser, que ce soit le livret A ou les autres, et qui avait donc une certaine somme d'argent à investir. Et qu'est-ce que, du coup, on pourrait faire avec cet argent? Donc, déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soit le livret A, le livret d'épargne populaire, si vous êtes éligible, ce serait encore le meilleur, ou le livret de développement durable et solidaire, dans tous les cas, il faut en garder un, puisque la première chose à faire, c'est bien évidemment d'avoir votre épargne de sécurité. Je vous affiche à l'écran une des premières vidéos que j'avais dû sortir sur la chaîne, peut-être pas la toute première, mais elle devait être parmi les 5 ou 10 premières dans tous les cas, sur quoi faire impérativement du coup avant d'investir en bourse. Et donc effectivement, une des premières choses à faire, c'est de se constituer cette épargne de sécurité. Vous ne pouvez pas vous mettre à investir sur des placements risqués, que ce soit en crypto, en bourse ou quoi que ce soit, sans avoir cette épargne de sécurité. Alors, je dis vous pouvez pas, vous faites bien ce que vous voulez en soi, et il y en a qui le font d'ailleurs, mais voilà, vous prenez vraiment un risque qui est démultiplié et c'est vraiment pas un bon conseil, même si je suis pas là pour vous donner des conseils, je suis pas conseiller financier, je suis juste un gars qui fait des vidéos de chez lui. Donc cette vidéo ne représente bien évidemment pas un conseil d'investissement, mais en attendant, je vous conseille quand même d'avoir de l'épargne de précaution, de l'épargne de sécurité. Et alors, quel montant il faut avoir? Donc ça, je vous laisserai faire un petit peu des recherches sur Internet. Vous verrez qu'il y a des fourchettes qui reviennent assez régulièrement. Mais la réalité, c'est qu'en fait, ça dépend que de vous. Ça dépend de votre situation personnelle, ça dépend de votre situation professionnelle, ça dépend de vos projets, ça dépend de votre tolérance au risque, ça dépend de votre profil investisseur. Et donc la deuxième chose que vous devez programmer et découvrir, c'est quel est votre profil investisseur. Est-ce que vous avez une appétence pour le risque? Est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt prudent? Est-ce que vous avez plutôt un profil équilibré? Et en fonction de ça, en fonction de votre profil investisseur, déterminez aussi quels sont vos objectifs, sur quelle durée, et du coup, faire en sorte que ces objectifs soient réalistes avec votre profil investisseur et non pas l'inverse. Parce que moi, je vois beaucoup de gens qui me disent moi, je vais être indépendant financièrement dans 5 ans. Par contre, voilà, mon profil de risque, c'est un profil de risque prudent. Mais c'est pas grave, j'ai qu'à dire que je suis dynamique du coup parce que j'ai besoin d'avoir. Oui, mais non, mais ça marche pas. Si ton profil de risque c'est prudent et que tu investis comme un profil dynamique, ça va pas durer longtemps. À la moindre baisse, tu vas paniquer, tu vas tout vendre, tu vas perdre de l'argent et c'est pas le but. Donc d'abord, il faut bien déterminer quel est son profil de risque et en fonction de ça, derrière, on cale des objectifs avec des durées qui nous paraissent raisonnables. Encore une fois, si vous êtes prudent, il ne faudra pas me dire que vous voulez être millionnaire dans 2 mois. Ça ne marchera pas, bien évidemment. Donc, des objectifs qui sont réalistes, qui sont mesurables, qui sont atteignables, le fameux SMART. Et derrière, vous pouvez vous fixer ça et mettre en place les choses et puis pouvoir suivre du coup l'évolution de votre patrimoine en fonction donc de votre profil investisseur et de vos objectifs. Donc ça, c'est vraiment les premières choses que vous devez faire avant d'investir ne serait-ce que le premier centime sur quoi que ce soit. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous êtes en place, vous avez déterminé votre profil investisseur, vous avez votre épargne de précaution, vous avez déterminé un certain montant, vous l'avez atteint, vous laissez ce montant sur le livret d'épargne populaire si vous êtes éligible et si le plafond est suffisant. Si c'est pas suffisant, vous pouvez mettre ça sur un livret A, sur un LDD, peu importe, sur un livret d'épargne réglementé qui est donc garanti en capital par l'État et qui vous rapportera le rendement qui vous rapportera, mais de toute façon, l'objectif de cette épargne, c'est pas de battre l'inflation et de vous apporter des rendements incroyables, c'est juste d'avoir de l'épargne disponible en cas de coup dur, coup de cœur. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer à se poser la question de maintenant, qu'est-ce que je fais avec le reste de mon argent? Et du coup, je vais vous présenter dans cette vidéo en fait plusieurs classes d'actifs
Donc on va rester vraiment en surface, bien évidemment, je vais pas rentrer, en profondeur sur, les classes d'actifs, sur ce que c'est, sinon la vidéo elle va durer 4 jours. Mais on va aborder plusieurs classes d'actifs et on va rester sur les actifs les plus traditionnels, si je puis me permettre. C'est-à-dire que dans cette vidéo, on va pas parler de la crypto, on va pas aller parler, du private equity, de la private debt, de l'immobilier d'entreprise ou que sais-je. On va vraiment rester sur des choses, classiques, que sont donc en fait, les fonds euros des assurances vie, les métaux précieux, les actions, les obligations, l'immobilier, la SCPI. Et donc, on va aller voir en fait quelles sont les caractéristiques en surface, en tout cas, de ces différentes classes d'actifs, puisqu'en fait, il n'y a pas de réponse universelle, juste et unique à la question. Maintenant, j'ai mon épargne de sécurité, qu'est-ce que je fais avec le reste? En fait, il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Ça va toujours dépendre de la même chose. Ça va toujours dépendre de vous, de votre situation personnelle, professionnelle, de votre profil investisseur et de vos objectifs. Vous posez cette question à deux personnes qui n'ont pas le même profil de risque et pas les mêmes objectifs, la réponse ne sera bien évidemment pas les mêmes. Donc l'idée de cette vidéo, ça va être de vous donner un petit peu quels sont les avantages et les inconvénients dans les grandes lignes des classes d'actifs qu'on va aborder ensemble, donc les plus traditionnels dont je vous ai parlé juste avant. Et l'idée, c'est comme je vous avais dit dans la vidéo crypto, vous allez voir qu'il y a toujours un prix à payer et donc je vais surtout essayer de vous mettre en avant un peu les points négatifs des classes d'investissement dont on va parler. On va bien évidemment parler aussi des points positifs, mais pour que vous compreniez que effectivement, là aujourd'hui, si vous commencez à investir, on n'est plus sur du livret A, et donc vous allez devoir vous exposer à des choses comme la volatilité. Hein. Quand on parle de risque en France, souvent c'est de la volatilité à court terme. Et si vous comprenez que c'est juste le prix à payer pour aller chercher une meilleure performance, bah déjà vous aurez fait un grand pas en avant. La volatilité, on la retrouvera principalement sur le marché des actions. Au-delà de ça, vous allez avoir d'autres choses auxquelles vous pouvez être exposé, comme des durées d'investissement sur certaines classes d'actifs. Vous ne pouvez pas vous dire j'investis là pour 3 mois et puis si j'en ai besoin, j'y récupère, ou j'y investis pour dans 10 ans, mais finalement, dans 6 mois, vous décidez de changer de voiture et donc vous avez besoin de récupérer les fonds. Vous allez devoir comprendre que vous allez avoir des compromis à faire. Et en fait, l'idée, ça va quand même être de vous donner toutes les grandes lignes sur ces placements pour que vous compreniez les tenants et les aboutissants de ces classes d'actifs et que vous puissiez réfléchir en fonction, encore une fois, de vos objectifs à comment vous allez pouvoir articuler ça pour vous et pour que ça colle le mieux à vos objectifs et à votre situation. L'idée aussi, ce sera de voir est-ce que ça vaut le coup de faire qu'une seule classe d'actifs, est-ce que ça vaut le coup de faire toutes les classes d'actifs en même temps. On en parlera ça plus à la fin de la vidéo. Je vous tease un peu, mais vous verrez. Mon avis sur le sujet, c'est pas forcément l'avis mainstream qu'on entend de partout. Bien évidemment, ça reste que mon avis personnel et c'est pas moi qui ai raison plus que les autres. C'est pas parce que moi je vous dis ça que vous êtes obligé de faire comme moi je vous dis, bien évidemment. Encore une fois, ça dépend vraiment de vous, de vos objectifs et de votre stratégie patrimoniale et de votre profil investisseur. Bon voilà, donc j'ai fini sur cette longue intro, mais c'était important pour moi de bien cadrer la vidéo, de vous expliquer un petit peu de quoi on allait parler, ce que vous alliez y retrouver. Et donc on va pouvoir passer sur la première, entre guillemets, classe d'actifs, parce que vous allez voir qu'il n'y a pas forcément une classe d'actifs dont on va parler tout de suite après. Mais la première chose que vous pouvez faire avec l'argent que vous aviez sur votre livret A, que vous ne pouvez plus garder aujourd'hui sur votre livret A, parce que ce dernier a baissé et que donc vous voulez commencer à investir et diversifier votre patrimoine. Allez, c'est parti. Donc la première classe d'actifs, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une classe d'actifs dont on va parler dans cette vidéo, sur qu'est-ce que vous pouvez faire avec l'argent qui dépasse de votre livret A. Alors si vous avez un profil investisseur prudent, que vous voulez vraiment pas prendre de risques, mais que vous aimeriez bien quand même avoir un minimum de rendement, ou en tout cas un peu plus que ce que vous pouvez avoir aujourd'hui sur les livrets après ces baisses de taux, vous pouvez opter pour les fonds euros des assurances vie. L'assurance vie, c'est aujourd'hui l'enveloppe de placement préférée des Français. Pourquoi? Principalement parce que ce n'est pas volatile. Et vous savez, en France, volatilité égale risque, donc on va considérer que c'est un placement sans risque. Alors déjà, petit aparté, à partir du moment où il y a un rendement, il y a un risque. Quel que soit le rendement, même sur votre livret A, il y a un risque. Demain, l'État français fait faillite. Qui peut aujourd'hui dire que c'est absolument impossible et que ça n'arrivera jamais? Je pense personne. Je peux vous dire que votre fonds euro, il vaudra plus grand-chose et l'argent sur votre livret A, à peu près pareil. Donc, à partir du moment où il y a un rendement, il y a un risque. Donc, ne croyez pas que c'est de l'épargne absolument sans risque. L'épargne sans risque, ça n'existe pas. Ça ne rapporte rien. Donc, à partir du moment où vous avez un rendement, vous avez un risque.
Le fonds euro des assurances vie, c'est principalement donc les assureurs qui vont acheter de la dette française en grande majorité, on va le voir un peu plus loin dans cet article, et puis d'autres classes d'actifs pour aller essayer de délivrer un rendement qui soit plus ou moins intéressant en fonction des fonds euros qui existent. Donc déjà, ce qu'il faut bien comprendre, je ne vais pas vous lire tout l'article, hein, bien évidemment, vous aurez le lien en description, vous pourrez aller le voir. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous allez décider d'investir dans une assurance vie et sur le fonds euro, il y a peu de chances que vous puissiez investir 100% sur le fonds euro. C'est-à-dire que l'assureur va vous demander de diversifier au moins vos placements et donc de potentiellement prendre du risque sur ce qu'on appelle donc les unités de compte, qui sont en fait tous les autres fonds qui ne sont pas du fonds euro qu'on peut mettre dans une assurance vie. Donc il peut y avoir des fonds en actions, des fonds en obligations, des métaux précieux, des SCPI, des OPCI, enfin voilà, à peu près tout ce que vous voulez. C'est un peu le gros avantage de l'assurance vie, c'est que c'est un contrat qui est quand même très souple et vous pouvez mettre à peu près tout ce que vous voulez. Et si vous êtes quelqu'un qui voulait ne pas prendre trop de risques, parce que c'est principalement l'intérêt du fonds euro, bah vous pouvez très bien ouvrir un contrat d'assurance vie avec, je sais pas, 60-70% de fonds euros et sur les 30% qui restent, aller chercher quelque chose qui est plutôt safe, plutôt sécure, qui est pas trop volatile, en sachant que donc les fonds sont notés en termes de risque de 1 à 7. Donc 7 c'est très risqué, 1 c'est peu risqué. Donc vous pouvez potentiellement aller choisir des unités de compte qui sont notées 2 ou 3, qui sont des choses normalement qui sont plutôt safe. Alors bien évidemment, il ne faudra pas vous attendre à un rendement de fou malade avec des placements comme ça, hein. C'est toujours pareil, vous avez toujours le fameux couple risque-rendement. À ce couple-là, ils ne divorceront jamais, hein, malheureusement. Donc, si vous voulez aller chercher un rendement qui soit conséquent, bah, vous allez devoir prendre un risque qui lui aussi est conséquent. Donc, déjà, donc, ce qu'il fallait comprendre, c'est donc les fonds euro classiques constituent l'enveloppe sécurisée de l'assurance vie par opposition aux supports unités de compte qui, eux, contrairement aux fonds euros, présentent un risque de perte en capital. Chaque année, les intérêts sont définitivement acquis et s'ajoutent au capital garanti. On appelle ça l'effet cliquet de l'assurance vie. Les fonds euros figurent aussi dans l'offre d'autres placements comme le plan d'épargne retraite et le contrat de capitalisation. Donc, l'intérêt des fonds euros, c'est principalement pour ça qu'ils ont le vent en poupe en France, c'est parce que c'est quelque chose qui ne fluctue pas, c'est un capital garanti entre guillemets. Et donc c'est ce qu'on aime bien en France, puisqu'on a une aversion au risque, parce qu'on ne connaît rien en épargne. Donc c'est pour ça que ce placement a autant de succès. Quel est le taux du fonds euro? Le taux du fonds euro est connu a posteriori. Au moment où l'on investit, on ne peut pas savoir quel sera le rendement des fonds euros sur l'année en cours, d'où l'importance d'étudier l'historique de performance des fonds euros qui, même s'ils ne préjugent pas des performances futures, constituent de bons indicateurs. Donc, quelle est la part du fonds euro dans l'assurance vie? Donc là, on nous dit que les fonds euros correspondent à la majorité des encours du marché de l'assurance vie. À fin 2024, selon France Assureur, les unités de compte représentaient seulement 30% de l'encours. En assurance vie, ça veut dire qu'il y avait plus de 70% des avoirs qui étaient investis sur le fonds euro. Très honnêtement, moi, je trouve ça dramatique. Après, moi, je suis quelqu'un qui est très appétent au risque pour aller chercher du rendement. Voilà, sur le fonds euro, vous avez beau aller chercher les meilleurs fonds euros du marché, dans tous les cas, ce ne sera pas ça qui vous rapportera du 10% par an. Il ne faudra pas vous attendre non plus à des choses incroyables. Ça reste de l'épargne à faible risque. Et encore une fois, hein, le couple risque-rendement, je ne vais pas vous refaire le laïus à chaque fois. Donc, quelle est la composition du fonds euro? C'est incontournable de l'assurance vie. Donc, selon les dernières études de Good Value for Money, dédiées aux analyses de la composition financière des fonds en euros, les fonds en euros classiques sont investis pour l'essentiel en obligations à près de 75%. La répartition entre obligations corporate et souveraines a tendance à évoluer en faveur des obligations corporate plus rémunératrices. Donc l'allocation d'un fonds euro classique est en moyenne de 77,7% sur des obligations, de 11,3% sur des actions, de 6,9% sur de l'immobilier et de 0,8% sur du monétaire, tout ça à fin 2023. Et donc c'est surtout cette image de l'article que je voulais vous montrer, donc la performance des fonds euros d'assurance vie entre 2000 et 2024. Donc vous voyez qu'au début des années 2000, on avait des fonds euros qui rapportaient en moyenne 5,3%. À savoir que c'est toujours une moyenne, ça veut dire qu'il y a des fonds qui rapportaient bien moins, mais il y en a qui rapportaient également bien plus. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, 5,3%, c'était quand même sacrément canon pour de l'épargne, entre guillemets, sans risque, encore une fois. Sauf que, comme vous le voyez à l'écran, ça n'a fait que baisser, que baisser, que baisser, pour arriver en 2020 à une moyenne d'1,3%. Alors oui, à l'époque, le taux du livret A, c'était 0,5%. Donc, déjà, première chose qu'on remarque, c'est que, bien que ça ne soit pas la panacée, globalement, si on sait chercher des bons fonds euros, on aura normalement toujours un meilleur rendement que sur nos livrets. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle,
Et ça a eu tendance à remonter un petit peu, sur les dernières années, hein, 2023-2024. Est-ce que cette tendance haussière va se poursuivre? Bah, on verra bien, j'en suis pas convaincu. On voit déjà que ça commence à diminuer en 2024 par rapport à 2023. Donc voilà. Heu, Encore une fois, on voit bien que c'est pas la panacée, hein, c'est pas avec ça qu'on va devenir millionnaire, bien évidemment, mais c'est pas non plus l'objectif de cette classe d'actifs, encore une fois. Donc il faut bien toujours, dans son allocation patrimoniale, penser à pourquoi est-ce qu'on met tel actif dans notre allocation patrimoniale. Et si effectivement, si vous dites, moi, mon objectif, c'est de devenir millionnaire, donc je vais mettre du fonds euro, bah, ça n'a pas de sens. C'est pas du tout l'objectif du fonds euro. L'objectif du fonds euro, il est de garder de l'épargne sans risque, garder de l'argent qui reste quand même disponible, parce que sur l'assurance vie, vous pouvez récupérer votre argent quand vous voulez, surtout sur le fonds euro, c'est rapide, mais d'avoir un taux de rémunération qui soit quand même un peu plus intéressant que sur des livrets classiques, sur des choses comme ça. À noter aussi que ça reste une moyenne, hein, donc une moyenne, ça veut tout et rien dire. Mais aujourd'hui, sur 2023-2024, les meilleurs fonds euros, vous pouviez aller chercher quand même du quasiment 4% net de frais de gestion, voire peut-être même un petit peu plus. Donc ça reste quand même des choses qui peuvent être intéressantes pour des gens qui veulent ne pas prendre trop de risques, tout en ayant un petit peu plus de rendement que sur les livrets classiques. Bien évidemment, encore une fois, il y a toujours un prix à payer, je vous l'ai déjà dit. Donc là, ce qu'il va falloir faire attention, c'est à trouver les bons contrats surtout, et à trouver les bons assureurs. Déjà, ne pas prendre n'importe quel assureur qui vient de se lancer, qui est agréé depuis 3 ans, qui a quasiment rien en fonds propres et qui peut faire faillite du jour au lendemain, même si en France, bon, les sociétés là-dessus, c'est quand même bien régulé. Et surtout, ce qu'il va falloir faire attention, c'est à quel contrat vous prenez, parce que si vous allez dans votre banque de réseau traditionnelle que vous connaissez bien, bah, vous allez prendre leur super contrat d'assurance vie maison blindé de frais. Vous allez avoir des frais de gestion, vous allez avoir des frais d'entrée, donc les frais de versement, vous allez avoir des frais d'arbitrage, vous allez avoir des frais sur les unités de compte, vous allez avoir des frais de la garantie plancher, vous allez avoir peut-être même des fois des frais de sortie. Et le résultat des courses, quand vous avez tout mis bout à bout, bah, votre fonds euro, en fait, il vous rapporte quasiment que dalle. Donc, le gros point d'attention de cette classe d'actifs, de ce placement, qui reste un placement très intéressant pour les personnes qui ne veulent pas prendre trop de risques avec leur argent, c'est de bien choisir les bons contrats. Et généralement, les bons contrats, vous ne les trouverez pas chez des acteurs physiques. Souvent, vous les trouverez sur des brokers en ligne, hein, type assurancevie.com, Lanxea, Mon Petit Placement, ou que sais-je encore. J'ai des noms qui me passent par la tête. Voilà. Et donc là, l'objectif, ce sera vraiment d'aller chercher pour vous quel est le meilleur contrat, trouver le meilleur fonds euro, le contrat avec le moins de frais, voir aussi quelles unités de compte sont éligibles au contrat par rapport à vous, votre et la prise de risque que vous voulez faire avec ce contrat, si vous arrivez à trouver des unités de compte qui peuvent vous convenir. Et derrière, effectivement, ça a bien évidemment tout à fait sa place dans une allocation patrimoniale, surtout qu'avec l'assurance vie, vous avez des avantages fiscaux en cas de vie, en cas de décès. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, c'est pas l'objectif de la vidéo. On aura bien l'occasion d'en reparler dans d'autres. Mais en tout cas, moi, la première chose qui me vient en tête, qui a à peu près du coup le même objectif que des livrets d'épargne, c'est vraiment ce fonds euro. Quand les livrets d'épargne baissent, le fonds euro est un bon substitut parce qu'il offre une rémunération qui est un poil plus intéressante, hein, c'est pas non plus extraordinaire, mais avec plus ou moins les mêmes caractéristiques. C'est un peu moins disponible, c'est pas disponible instantanément, mais voilà, à part ça, ça offre à peu près les mêmes caractéristiques qu'un livret d'épargne classique. Allez, du coup, on va passer maintenant sur une autre classe d'actifs qui est vraiment une vraie. À partir de maintenant, on va vraiment parler uniquement de classe d'actifs et plus d'enveloppe de placement ou de choses comme ça. Donc, comme vous l'avez remarqué, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, l'objectif, c'est pas d'aller sur des actifs ultra risqués, mais surtout de rester sur des choses qui sont plutôt au moins considérées comme étant à peu près safe ou moins volatiles que la bourse ou les choses comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent de son livret A si jamais on ne sait plus quoi faire avec? Une fois que les taux ont baissé, on peut potentiellement aller investir dans les métaux précieux, notamment l'or en tête de liste, hein, qui est bien évidemment le leader dans cette catégorie, mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez investir aussi sur l'argent, le palladium, enfin tout ce que vous voulez. Il y a plein de métaux précieux sur lesquels vous pouvez investir. Donc aujourd'hui, vous voyez le graphique de l'or sous les yeux devant vous, hein. Donc à fin avril 2018, l'inflation est de 1,6% en glissement annuel. Sur un mois, l'inflation est de 0,2%. Et donc là, on voit que le cours de l'or est à 3362,86 et on est donc à un ATH, c'est-à-dire qu'une once d'or n'a jamais coûté aussi cher que maintenant. Donc, est-ce que c'est une bonne idée d'acheter de l'or en ce moment? Je vous laisserai le décider. On va descendre un petit peu dans l'article, on va aller voir un petit peu d'autres éléments. Mais en tout cas, pour moi,
moi je n'achète pas d'or en ce moment parce que quand ça a fait un pic comme ça vient de faire là, je peux vous dire que pour moi, aujourd'hui, en tout cas, peut-être que je me trompe, encore une fois, hein, j'ai pas la science infuse et il y a pas de vérité absolue, vous le savez à force. Moi, quand je vois une montée parabolique, comme ça, je me dis qu'il y a quand même plus de chances que ça recorrige plutôt que ça continue à monter comme ça. Après, chacun voidra midi à sa porte, chacun aura sa propre gestion de risque sur son patrimoine et bien évidemment, les métaux précieux ont tout à fait leur place dans une allocation d'actifs équilibrée. Donc vous voyez, le record de cours de l'once d'or est de 3 469,50 $. Il a été atteint le 15 juin 2025, donc il y a un peu plus d'un mois et demi. Et il est à 3,5% de son record, donc il a baissé un petit peu depuis, mais vous voyez, on est quasiment sur les plus hauts qu'on ait jamais vus. Donc là, on revoit un petit peu le graphique pour l'or. On peut le voir aussi, vous voyez, donc il y a le platinum, le palladium, toutes ces choses-là. Donc par exemple, si on se met sur l'argent depuis 20 ans, on voit que l'argent, par contre, lui, a un petit peu de retard par rapport à l'or. Il est monté à 1200, à plus de 1400 $, quasiment 1500 $ en 2011. Et là, actuellement, il n'est qu'à 1200 $. Donc il est quand même pas sur des niveaux sous-évalués non plus, hein. On voit qu'il a quand même passé pas mal de temps à des 450, 460 $. Donc, il est quand même à x2 par rapport à ses niveaux les plus bas. Donc, c'est pas forcément le meilleur moment. Enfin, le meilleur moment pour en acheter, ça aurait été effectivement en 2014. Maintenant, est-ce qu'il y a, pour moi, il y a plus de potentiel de hausse, en tout cas sur un métal comme l'argent, qu'aujourd'hui sur l'or. Parce qu'on n'est pas encore sur les niveaux les plus hauts et potentiellement on voit qu'on a encore un peu de marge de progression. C'est pas parce qu'on en a un peu de marge de progression et qu'on n'est pas sur les plus hauts que ça va forcément continuer de monter non plus. Donc là, vous avez toutes les années, une par une, depuis 2000 jusqu'à 2024, et avec la performance de l'or à chaque fois sur chaque année. Donc on voit qu'en 2024, 26%, ça doit quasiment être, je pense, le plus gros gain que l'or a fait sur ce tableau. Ah non, ici 27,7 en 2010. Ah non, 31,6 ici en 2007. Et vous voyez, on est quand même quasiment sur les gains les plus hauts qui ont été faits. Et à l'inverse, vous avez aussi des chutes qui sont quand même assez conséquentes, hein. Vous voyez, moins 27,8 en 2013. C'est aussi pour ça que je voulais vous faire cette vidéo et que je voulais parler des métaux précieux un petit peu là-dedans. C'est parce que j'ai l'impression que quand les gens en parlent, on a l'impression que c'est une classe d'actifs qui ne peut pas baisser, en fait, qui est toujours sur les sommets, qu'on peut acheter de l'or, en fait, il y a aucun risque. De toute façon, ça fait que monter, on peut acheter de l'or, il n'y a aucun problème, on ne sera jamais perdant. Bah, je vais vous montrer que c'est pas forcément le cas, parce que comme tout investissement, bah, à chaque fois, il y a du risque. Et bien évidemment, quand vous achetez de l'or sur les sommets historiques, bien, encore une fois, pour moi, il y a plus de chances que ça corrige que ça continue à monter. Et quand ça corrige pas forcément très fort, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire du moins 80% sur l'or. Par contre, vous allez voir que vous allez potentiellement pouvoir rester quand même dans le trou et rester pendant quand même des années, voire peut-être même des décennies, avant de reprendre les précédents plus hauts. Et ça, il faut quand même bien en être conscient. Et là, je voulais vous montrer un graphique qui est pour moi hyper intéressant. Donc là, en bleu, en rouge, on va commencer par en rouge. Vous avez donc le cours de l'or en dollars courants. Donc c'est-à-dire en dollars comme ça vaut aujourd'hui. Et en bleu, vous avez le cours de l'once d'or ramené en dollars de 2024. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, c'est des calculs qui en sont faits par rapport à l'inflation. Vous savez que le dollar de 2024, c'est pas du tout la même valeur que le dollar de 1980. Et du coup, avec l'impression monétaire qu'il y a eu, le dollar qui s'est fortement dévalué, je ne sais même pas si on peut pas, même fortement, c'est un mot qui est faible, je pense. Bah, on voit qu'en fait, effectivement, en dollars courant, on est sur un plus haut historique. On n'a jamais été aussi haut, le cours de l'once. Par contre, si on enlève l'inflation de l'équation, bah on voit qu'en 1980, l'once d'or en dollars de 2024 aurait coûté 3 457 $. Et donc, on n'est pas du tout encore sur des plus hauts historiques. L'intérêt, en fait, de l'or aujourd'hui, c'est de se protéger de l'inflation, c'est-à-dire de maintenir son pouvoir d'achat. Un caillou jaune, ça reste un caillou jaune. J'ai déjà dit dans d'autres vidéos. L'intérêt, c'est que quand vous achetez en 2000, j'en sais rien, moi, un lingot d'or à 10 000 euros, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, j'ai pas vérifié les prix. Quand vous le revendez en 2020 à 20 000 euros, vous vous dites super, j'ai gagné 10 000 euros. Sauf qu'en réalité, en fait, les 20 000 euros que vous allez récupérer en vendant votre lingot d'or, en fait, ils sont équivalents en termes de pouvoir d'achat aux 10 000 euros que vous avez acheté, que vous avez dépensé pour acheter votre lingot d'or en 2000. Donc, vous n'avez pas perdu d'argent par rapport à l'inflation et c'est déjà très bien. Mais pour moi, les métaux précieux, l'or, l'argent, c'est vraiment un actif défensif par excellence et
leur rôle dans un portefeuille, c'est vraiment donc de diminuer la volatilité et surtout donc de maintenir son pouvoir d'achat par rapport à l'inflation. C'est absolument pas l'objectif de gagner de l'argent avec ça. Bien évidemment que vous pouvez le faire, je pense que c'est compliqué, mais vous pouvez le faire et pour moi, c'est pas du tout l'objectif de cette classe d'actifs. Quels sont du coup les inconvénients des métaux précieux? Alors, vous avez plusieurs façons d'acheter aujourd'hui des métaux précieux. Vous pouvez le faire en physique. Là, pour le coup, la principale anomalie qu'il y a et la principale difficulté que vous avez à acheter de l'or ou de l'argent physique, c'est que soit vous allez l'acheter en magasin, déjà vous allez avoir une surprime, vous allez payer plus que le cours réel de l'or, surtout si vous achetez des pièces ou certaines pièces ou certains lingotins. Donc vous allez avoir une surprime que vous allez payer. À la revente, bien évidemment, il y aura de la fiscalité, mais ça, de toute façon, on est en France, hein. Ça sera sur toutes les classes d'actifs. Et surtout, le plus gros problème avec l'or physique ou les métaux précieux physiques, c'est qu'il faut les stocker. Et bon, si vous avez la foi de les stocker directement chez vous dans votre garage, écoutez, pourquoi pas, mais personnellement, moi, je m'y amuserais pas, hein. Je pense qu'on vit dans un pays qui est suffisamment insécure comme ça pour ne pas prendre de risques ouvertement de cette façon-là. Donc, en fait, ça veut dire que potentiellement, il va falloir vous acheter un coffre que vous allez mettre chez vous, toujours avec le risque de vous faire braquer, parce que c'est pas parce que vous avez un coffre qu'ils n'arriveront pas à les récupérer. Du coup, le plus safe, c'est peut-être de payer pour stocker ça donc dans une banque. Donc, vous allez devoir payer un coffre, que vous allez payer une cotisation à chaque année, ou faire stocker l'or par les revendeurs, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de sites qui vendent de l'or qui vous proposent le stockage. Mais pareil, du coup, ils vous le facturent, donc vous payez tous les ans, et puis votre or, il n'est pas à votre pogne. Et demain, si la boîte fait faillite, je peux vous garantir que vous n'allez jamais récupérer vos lingots ni vos pièces que vous avez achetées. Donc, c'est assez compliqué, l'or physique, ça a quand même pas mal d'inconvénients. Après, ça a aussi pas mal d'avantages, hein. Pour moi, l'objectif d'avoir de l'or, si vraiment c'est de le détenir à portée de main, que si demain vous en avez besoin, vous puissiez vraiment l'avoir dans votre poche, en fait. Mais il faut bien être conscient que c'est du coup très risqué, qu'il y a de fortes contraintes sur le stockage. Du coup, après, vous avez la possibilité d'investir dans l'or papier, c'est-à-dire dans des ETF, par exemple, qui répliquent le cours de l'or. Et là, on s'apparente plus, en fait, à un produit boursier qui va répliquer le cours de l'or. Et encore une fois, vous n'avez pas l'or dans votre poche. Et si demain, la société de gestion qui gère cet ETF décide de le fermer ou quoi que ce soit, ou fait faillite, c'est pareil, vous avez perdu votre investissement et vous n'avez pas l'or physique avec vous dans votre poche. Donc, c'est un moyen de le faire. Encore une fois, à vous de vous renseigner sur les avantages, les inconvénients de chacune de ces manières de détenir ce type de placement. Et à vous de voir si c'est quelque chose qui peut vous correspondre, si c'est quelque chose qui vous parle et qu'est-ce qui correspondrait le mieux à votre stratégie et à votre allocation patrimoniale à vous. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent encore qui dépasse de nos livrets A si jamais le fonds euro, c'est pas quelque chose qui nous fait rêver et les métaux précieux non plus? Écoutez, on peut investir dans le placement préféré des Français, qui n'est pour moi pas l'assurance vie, mais bel et bien le marché de l'immobilier. Donc là, l'intérêt, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir lever de la dette potentiellement, parce que c'est pas avec si vous décidez de garder 10 000 € sur votre livret A et qu'il était plein, vous avez 12 000 €, vous n'allez pas vous acheter un appartement avec ça. Par contre, vous pouvez très bien aller voir votre banquier et lui dire écoutez, regardez, j'ai 12 000 € d'apport que j'avais sur mon livret A, que maintenant je veux investir parce que je trouve que ça rapporte plus suffisamment. Et donc, prêtez-moi de l'argent en plus de ces 12 000 € d'apport pour que je puisse m'acheter le petit studio à 100 000 € que j'ai vu. Et donc, le banquier, bien gentil qu'il est, il va étudier votre situation, il va regarder votre taux d'endettement, il va vous dire ok, monsieur le client, vous avez de la chance, votre studio à 100 000 €, ça passe. Et donc, je vous fais votre crédit, moyennant des frais de dossier assez sympas, des frais d'hypothèque, bien évidemment. Vous allez aller voir un gentil notaire qui va vous prendre des taxes nommées frais de notaire pour 7 ou 8% de votre bien, et vous allez être l'euro propriétaire d'un studio que vous allez potentiellement mettre en location pour vous générer des loyers qui vont entrer, les fameux revenus passifs de l'immobilier, qui sont tout sauf passifs, et ceux qui font de l'immobilier sont bien au courant. Je pense que les seules personnes qui pensent que l'immobilier c'est passif, c'est vraiment ceux qui n'en ont jamais fait, hein, parce que je peux vous dire que vraiment, gérer un locataire, c'est vraiment tout sauf passif, hein, franchement. Bref, donc ça peut être effectivement une solution. Bien évidemment, là je parle toujours du livret A, mais comme je vous ai dit en début de vidéo, le livret A c'est le baromètre qui sert de taux
à tous les autres livrets et potentiellement les gens peuvent aussi être amenés à prendre des décisions parce que tous leurs livrets sont pleins, même des livrets qui sont pas forcément réglementés, des livrets bancaires et des gens qui ont potentiellement 2, 3, 400 000 euros sur des livrets et qui peuvent se dire que bah aujourd'hui ça baisse donc ça rapporte plus grand chose donc ils veulent aussi se mettre à investir et donc potentiellement ces gens-là peuvent investir dans l'immobilier en cash sans avoir recours aux prêts bancaires. C'est une façon de faire aussi. Moi, c'est vraiment quelque chose que je déconseille, mais alors à 3000%. L'immobilier, pour moi, vraiment le seule chose qui rend cette classe d'actifs intéressante, c'est justement l'emprunt bancaire, c'est l'effet de levier. Acheter un bien cash, pour moi, ça n'a vraiment aucun intérêt, aucun sens. Mais encore une fois, bon, bah, chacun voit midi à sa porte. Donc voilà. L'intérêt sur cette classe d'actifs, c'est que bah, l'immobilier, c'est tangible. Hein, c'est pour ça que les Français adorent ça. C'est du concret, c'est de la pierre. On le voit, on le touche. Et puis, bah, c'est pareil, l'immobilier, dans la tête des gens, en tout cas, qui ont la mémoire courte, l'immobilier, ça ne peut pas baisser. L'immobilier, ça fait que monter. L'immobilier, c'est sûr. L'immobilier, c'est rentable. C'est ce qui rapporte le plus. Hein. Moi, combien de fois j'entends dire, bah, de toute façon, ce qui rapporte le plus, c'est l'immobilier. Rien d'autre d'intéressant. Bah écoutez les gars, je vous laisse aller checker, hein, faites la comparaison sur combien le marché de l'immobilier a rapporté sur 30, 40 ou 50 ans et comparez ça aux métaux précieux, comparez ça à la bourse et puis bah, on en reparle après. Hein. Vous allez voir que vous n'allez pas être déçus du voyage. Alors, donc, je vous ai trouvé un article qui parle un petit peu, donc, qui dresse un peu un portrait du paysage immobilier français et les perspectives sur les prix et les loyers, puisque, comme je vous ai dit, je vais quand même pas mal parler des aspects négatifs de chaque classe d'actifs. Tout ça pour que les gens, quand ils veulent investir dans une classe d'actifs, je pense qu'ils se concentrent uniquement sur le positif. Et donc, moi, mon but avec cette vidéo, c'est de vous mettre en avant tout ce qui est négatif pour que vous en ayez conscience, en fait, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas un investissement, il n'y a pas un investissement qui aura que des points positifs et il y en a pas ou que des points négatifs. Il y aura forcément un mix des deux. Et si vous vous concentrez que sur l'un ou que sur l'autre, ben forcément, vous voyez que la moitié du tableau et vous allez vous faire avoir. Donc moi, l'objectif, c'est voyez le point positif, les points positifs de votre côté. Généralement, si vous vous renseignez sur une classe d'actifs, c'est que vous y avez vu les points positifs. Moi, mon rôle dans cette vidéo, c'est de vous montrer aussi les points négatifs de chaque classe d'actifs pour que vous puissiez vous y réfléchir et vous dire ok, bah ça j'y avais peut-être pas pensé. Ok, bon maintenant je sais que le point négatif c'est ça, ça, ça et ça. Ok, bah je suis raccord avec ça, je suis ok, ça me va. Pour moi, c'est pas des risques qui sont trop importants et c'est des risques que je suis prêt à prendre et donc bah je peux y aller. C'est simplement ça. Hein. Donc on va faire la même chose sur l'immobilier. Donc je ne vais pas vous lire l'intégralité de l'article, hein, bien évidemment, parce que c'est beaucoup trop long, mais cet article s'appuie sur les données reconstituées par le célèbre économiste J. Friggit, ingénieur au Conseil général de l'environnement et du développement durable, et il est une analyse des évolutions du marché immobilier français depuis 1965. On va également parler d'explications aux changements importants qui a eu lieu depuis 1997, à savoir une hausse du prix de logement ancien beaucoup plus rapide que celui du revenu des ménages, à un niveau aujourd'hui encore anormalement élevé. Donc, évolution du marché immobilier français depuis 1965. Donc, en bleu, vous avez les dépenses de logement par ménage qui ont explosé, puisqu'on est passé de 55 à peu près, on va dire, en 1960 à quasiment 350 en 2015-2018, on va dire. L'indice du prix des logements anciens en France, bah, regardez, hein, depuis 1995, on a eu une courbe exponentielle. Hein. Par contre, le revenu disponible des ménages, bah, lui, il augmente tout juste. Et l'indice des loyers, quant à lui, bah, vous voyez, ça augmente pas bien fort. Hein, parce qu'on est passé de 70 quasiment en 1960 à 150. Donc on a à peine fait x2. Quand le prix des logements anciens en France est passé, lui, de 50 à 300. x6. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, déjà? Ça veut dire qu'en gros, aujourd'hui, vous allez payer des biens de plus en plus chers. Mais par contre, vous pouvez les louer quasiment le même prix qu'il y a quelques années en arrière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre rentabilité sera mathématiquement plus faible. Si vous achetez un bien plus cher et que vous ne pouvez pas le louer plus cher que ce que vous pouviez le louer il y a 20 ans, forcément vous allez gagner moins d'argent. Surtout qu'aujourd'hui, avec les taux d'emprunt qui ont remonté, les charges de crédit seront plus élevées, hein, parce que quand vous empruntez 200 000 euros à 1% et quand vous empruntez 200 000 euros à 3%, je vous laisse regarder les mensualités, vous allez voir que ce n'est pas les mêmes. Hein. Donc ça veut dire potentiellement un reste à charge pour l'investisseur et donc des choses à rajouter chaque mois de sa poche pour pouvoir payer ce prêt que la banque vous a accordé pour pouvoir payer le bien. Et donc un cash flow négatif et un effort d'épargne à faire sur une classe d'actifs comme l'immobilier. Ici, on voit donc l'indice du prix des logements anciens rapporté au revenu par ménage. Donc,
Sur le territoire national, on se situe actuellement à peu près ici et on voit que sur les grandes villes comme Paris et Lyon, on crève des plafonds, en fait, hein, et malheureusement, si aujourd'hui vous voulez acheter un bien, il faut être sur un secteur quand même où il y a un certain attrait, où il y a de l'emploi, où il y a des universités, des écoles, pour que les gens puissent intéresser, pour que vous puissiez trouver des locataires facilement, que vous trouviez les bons emplacements dans ces villes-là. Donc, il faut trouver les meilleures villes avec les meilleurs emplacements. Et bien évidemment, vous n'êtes pas le seul à le chercher, tout ça. Donc, sur ces biens-là, je pense que c'est encore plus compliqué de trouver des bons deals, des bonnes affaires. Et en plus de ça, aujourd'hui, vous avez des contraintes supplémentaires qui se rajoutent, qui sont pour moi énormes sur l'immobilier, c'est-à-dire les nouvelles normes énergétiques avec le DPE. Aujourd'hui, si votre DPE est F ou G ou E, dans les années à venir, vous ne pourrez plus louer votre bien. Donc, vous vous retrouvez avec un bien considéré comme étant une passoire thermique sur lequel vous êtes obligé de faire des travaux. Vous n'avez pas le choix. Si vous ne pouvez pas le faire, vous êtes obligé de le vendre parce que personne, vous n'avez plus le droit de le louer. Sauf que les gens qui vont vouloir vous acheter ça, ils vont vous dire oui, mais votre DPE il est dégradé, donc moi je vous l'achète, il n'y a pas de problème, je vous l'achète votre bien, mais je vous l'achète à 30 ou 40% de moins que ce qu'il vaut parce que moi je vais devoir faire les travaux avant de pouvoir le louer. Donc derrière, vous allez devoir le brader et vous allez potentiellement perdre de l'argent. En plus de ça, un autre gros point négatif sur le marché de l'immobilier en France, c'est que, comme vous savez, notre cher État français est complètement ruiné, comme n'importe quel État. On a des dettes colossales qu'on ne remboursera jamais. Et quel est l'actif le plus facile sur lequel taper quand on a besoin d'argent? C'est l'immobilier. Pourquoi? Parce que l'immobilier, par définition, c'est immobile, ça ne peut pas s'en aller, ça ne peut pas bouger, ça ne peut pas partir à l'étranger. Demain, vous décidez de taxer les chefs d'entreprise à 75% par an, ils vont vous dire, vous savez quoi, merci les gars, bonne journée, au revoir et ciao bye, on se barre. L'immobilier, demain, vous décidez de le taxer à 75%, l'immobilier ne bougera pas. Donc, pour moi, c'est une manne financière pour l'État. Et quand l'État aura vraiment, vraiment besoin d'argent, la première chose sur laquelle ils vont aller taper, c'est sur l'immobilier. Et d'ailleurs, on commence à le voir, avec le statut LMNP qui a été fortement renié déjà l'année dernière, qui va prendre pour moi une seconde couche l'année prochaine, avec des possibilités aussi de hausse, de diminution sur les abattements, les choses comme ça. La fiscalité sur l'immobilier déjà est punitive pour moi en France. Quand vous avez des revenus un peu conséquents, vous pouvez payer plus de 50% d'impôts, plus prélèvements sociaux, juste sur vos revenus locatifs. Donc comment est-ce que vous pouvez être rentable avec une fiscalité de la sorte? Pour moi, c'est pas possible. Donc c'est vraiment le gros point noir pour moi de l'immobilier, c'est que l'État, c'est la vache à lait de l'État. L'État tapera dessus tant qu'il pourra parce que c'est quelque chose qui est une manne financière qui ne peut pas bouger. Et donc ils ne se font pas se gêner pour le faire. Et puis vous avez bien évidemment toutes les réglementations dont on a parlé, notamment donc la rénovation énergétique de l'habitat. Donc sur ce graphique, on voit que les durées d'emprunt permettant à un primo-accédant d'acheter le même logement ancien pour le même taux d'emprunt et effort d'épargne. Donc on voit que dans les années 2000, même 95, on avait des durées d'emprunt qui étaient beaucoup plus faibles que celles qu'on a maintenant pour acheter en fait un bien équivalent. Donc aujourd'hui, en fait, ce qui veut dire que pour acheter le même bien que vous auriez voulu acheter il y a 20 ans, vous allez vous endetter beaucoup, beaucoup plus et beaucoup plus longtemps. Donc là, c'est ce qu'on voit également ici, l'allongement significatif de la durée d'emprunt. En 1965, la durée moyenne d'un emprunt, c'était quand même inférieur à 10 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En 2000, on était déjà à 16 ans à peu près, on va dire en moyenne. Aujourd'hui, on est à 22 ans. Donc voilà, la durée des prêts pour l'achat d'une résidence principale dans l'ancien, aujourd'hui, c'est en moyenne 22 ans. Donc les gens s'endettent sur de plus en plus longue durée. Pourquoi? Parce que les logements sont de plus en plus chers et étant donné que les salaires n'ont pas suivi, si aujourd'hui on veut acheter de l'immobilier, on n'a pas le choix, on est obligé de s'endetter sur 25 ans. Et encore, aujourd'hui, on est limité à 25 ans. Si demain, est-ce que cette limite saute, je peux vous dire que les gens, ils s'endetteront sur 30 ans, 35 ans ou 40 ans parce qu'en fait, ils n'auront pas le choix. Et si on veut devenir propriétaire de sa résidence principale au vu des prix, il faudra s'endetter de plus en plus longtemps. Ici, la capacité de financement est pris de l'ancien, donc l'effet revenu, l'effet de taux, l'effet de durée et les prix dans l'ancien. Donc vous voyez la courbe des prix dans l'ancien, c'est vraiment... Alors ça a eu tendance à rebaisser un petit peu à un moment donné, là on est quand même sur des données qui sont assez vieilles puisque ça date de 2010, mais vous voyez le prix de l'immobilier, le prix de l'ancien, et c'est lié à l'inflation, c'est lié aussi à la dévaluation monétaire, bien évidemment, qui fait augmenter le prix de l'immobilier de manière stratosphérique. Voilà, écoutez, de toute façon, vous aurez toujours le lien de l'article en description de la vidéo. Il est, je trouve, super intéressant. Je vous invite à aller le regarder si jamais ça vous intéresse. On parle aussi beaucoup d'augmentation des loyers.
parce que vous avez aussi ça, dans la plupart des grandes villes, notamment à Lyon, Paris, ces choses-là, vous avez aussi les effets de plafonnement des loyers, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas louer au prix où vous voulez, on va vous dire c'est tel prix et c'est comme ça, c'est pas vous qui décidez. Donc vous allez surpayer un bien, vous allez pas pouvoir le louer le prix que vous voulez, et quand vous allez pouvoir le revendre, vous allez galérer parce que vous êtes devant trouver quelqu'un qui va vouloir aussi acheter ce bien avec le plafonnement des loyers, donc en sachant qu'il ne sera pas rentable, qu'il va devoir mettre de l'argent de sa poche chaque mois pour payer son emprunt que la banque lui aura fait, et éventuellement, peut-être, un jour, pouvoir revendre ce bien avec une éventuelle plus-value, qui à ce moment-là sera aussi taxée à hauteur de on ne sait pas combien par l'État, puisque je peux vous dire que ça c'est pareil, hein. Je pense que s'il y a bien un truc qui va changer dans les prochaines années au niveau de la fiscalité, c'est l'abattement pour durée de détention aussi sur les biens immobiliers. Je pense que ça va pas durer. Aujourd'hui, si vous détenez un bien immobilier pendant au moins 30 ans en France, vous êtes exonéré. Bien évidemment, par contre, vous payez tous les mois sur les loyers, parce qu'il ne faut pas déconner, hein. Donc voilà, je pense que ça, c'est des choses qui vont être amenées aussi à changer à l'avenir. Et donc voilà, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment très intéressant de surpayer un bien, de devoir rajouter de votre poche tous les mois, en plus du loyer que vous recevez du locataire, de payer des impôts sur ce loyer pour espérer potentiellement une plus-value dans 8, 10, 15, 20 ans? À vous de voir, encore une fois. Moi, pour moi, très peu pour moi. L'immobilier, c'est vraiment une classe d'actifs que je fuis. C'est trop sujet au changement des gouvernements, au changement de l'État. Une loi fiscale peut mettre tous vos dispositifs et tout votre patrimoine par terre en un instant. C'est quelque chose qui est vraiment ultra, ultra, ultra compliqué. C'est ultra chronophage. Les gens se rendent pas compte, hein. Ils croient que c'est facile d'acheter un appart. Effectivement, acheter un appartement, c'est facile. Mais la plupart des gens n'achètent n'importe comment. Ils savent même pas dans quel secteur ils achètent. Ils savent même pas combien ils vont pouvoir louer. Ils savent même pas dans quel quartier. C'est vraiment un métier à temps complet. Et les gens, bien évidemment, qui gagnent beaucoup d'argent dans l'immobilier, parce que Dieu sait qu'il y en a, c'est vraiment des gens qui sont professionnels de ce secteur, qui connaissent les villes dans lesquelles ils investissent comme ils connaissent leur poche. Ils sont capables de vous dire en fonction des rues et même des numéros des appartements dans ces rues, alors quels sont les prix au mètre carré quasiment de tête, et c'est des gens qui font ça depuis 20, 30, 40 ans. Et bien évidemment, c'est possible de gagner de l'argent sur l'immobilier en faisant ce genre de choses, mais moi aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas plus que ça, d'ailleurs, déjà le marché de l'immobilier. C'est quelque chose que je trouve trop chronophage et trop risqué, trop soumis en fait aux aléas et aux changements de gouvernement et aux changements de loi fiscale, et c'est quelque chose que l'État, pour moi, va de plus en plus taxer, donc voilà, c'est quelque chose sur lequel je ne veux pas me prendre la tête avec ça. Et surtout, c'est très très loin d'être passif, hein. Quand vous avez votre locataire qui vous appelle à 3 heures du mat parce que la douche fuit, ou parce que le chauffe-eau est mort, ou parce qu'il a cassé la serrure, ou que sais-je, c'est bon quoi, hein. Et puis quand vous êtes dans une copropriété où au final, ça fait 2 ans que vous avez acheté, puis ils ont décidé qu'il fallait les refaire la toiture, les façades, et qu'il y en a pour 50 000 balles par appartement, si vous les avez pas et que vous êtes au maximum de votre capacité d'emprunt, vous êtes bien content aussi, vous êtes obligé de revendre votre bien en catastrophe, souvent à perte, parce que l'acheteur, lui, il est au courant qu'il y a les travaux, et il va dire vous êtes bien gentil, mais moi je veux bien les payer les travaux, mais je veux pas payer le bien plein pot. Donc voilà, c'est vraiment trop de problèmes pour moi l'immobilier. Et c'est une classe d'actifs que j'aime pas. Je sais que c'est la classe d'actifs préférée des Français. Si vous l'aimez, tant mieux pour vous. Vous pouvez bien évidemment faire de l'argent avec. Par contre, il faut vraiment comprendre que c'est pas si facile que ça, ni loin de là, et que ça demande énormément de temps, énormément de travail et énormément de formation et de connaissances pour pouvoir faire les choses correctement. Voilà, on va pas en parler plus longtemps et on va passer sur la prochaine classe d'actifs. Et donc, on va toujours rester dans des choses qui sont plutôt sécures, plutôt faiblement volatiles. Et on va parler, après avoir parlé d'immobilier physique, on va parler donc de SCPI, donc les fameuses sociétés civiles de placement en immobilier. Donc très simple, je vais vous résumer très simplement qu'est-ce que c'est qu'une SCPI. Vous confiez votre argent à un gestionnaire de fonds, comme vous le feriez par exemple avec la bourse sur un des OPCVM en assurance vie. Et en fait, le gestionnaire qui va gérer cet argent, son rôle, ça va être d'acheter de l'immobilier en fonction des caractéristiques de la SCPI et de vous reverser une partie des loyers au prorata des parts de la SCPI que vous détenez. Autrement dit, pour faire très simple, vous avez une SCPI qui vaut 100. Vous mettez 10, et vous aurez 10% des loyers puisque vous détenez 10% de la SCPI. Voilà, c'est juste pour que vous ayez un petit peu à l'image. L'intérêt de la SCPI par rapport à l'immobilier classique, alors déjà, quand vous investissez dans l'immobilier classique, dans 99,99% des cas, on va parler de résidentiel, c'est-à-dire que vous allez acheter un appartement, vous allez acheter une maison, vous allez mettre en location pour des particuliers. Sur les SCPI, bien évidemment, il y a des SCPI qui font dans le résidentiel, mais c'est une extrême minorité. La SCPI va principalement investir dans des locaux professionnels.
Et là, vous êtes plus soumis du tout à la même législation. Il y a plus du tout la même protection du consommateur. Demain, quand vous louez votre appartement, vous avez un locataire qui, au mois de décembre, décide d'arrêter de payer son loyer. Vous êtes bon pour une procédure d'expulsion qui va durer 2 ans. Et si jamais vous voulez employer la force, c'est vous qui allez finir en tôle. Merci, bienvenue en France. Sur le professionnel, c'est pas du tout la même chose. Déjà, vous avez des baux qui sont sur des 369, donc vous pouvez avoir des baux qui sont sur des longues durées. Et je peux vous dire que si demain le locataire arrête de payer, il est expulsé bien, bien plus rapidement que sur de l'immobilier particulier. Donc pour ça, c'est intéressant. L'autre chose qui est intéressante, c'est que je vous ai dit, vous confiez votre argent à une société de gestion qui va faire le boulot pour vous. Vous n'avez pas à trouver le locataire, vous n'avez pas à le choisir. Si votre locataire paye pas, c'est pas à vous d'aller récupérer les loyers. C'est pas à vous d'aller non plus réparer la douche qui fuit à 3 heures du mat ou le chauffe-eau qui est pété. Vous n'avez rien à faire. C'est la SCPI qui va tout gérer. C'est une société qui est là pour ça. Son rôle, c'est de trouver les biens, de trouver les locataires et de gérer tous les imprévus qui vont avec. S'il y a des travaux, c'est eux qui vont s'en occuper. S'il y a des impayés, c'est eux qui vont s'en occuper. Ils s'occupent de tout. Vous avez juste à donner votre argent, percevoir les loyers. Donc, moi, c'est une classe d'actifs que je préfère largement à l'immobilier physique, tout ça parce que là, pour le coup, c'est beaucoup plus passif. Alors après, bien évidemment, comme toutes les classes d'actifs, ce n'est pas du tout parfait. Et peut-être qu'avec de l'immobilier physique, si vous êtes très bon, vous allez pouvoir gagner bien plus d'argent que sur une SCPI, parce que vous allez pouvoir trouver les bons biens, parce que vous allez pouvoir trouver les bons locataires, et parce que vous allez pouvoir faire des plus-values à la revente qui vont vous faire un taux de rendement interne qui sera plus intéressant que ce que vous pourriez avoir sur des SCPI. Ceci étant dit, quand vous êtes un expert de l'immobilier, c'est des choses que vous pouvez faire. Maintenant, je peux vous dire que monsieur et madame tout le monde qui achètent un appartement parce que en se disant ça va me faire des revenus à la retraite, je pense qu'au bout de 15-20 ans, on peut essayer de faire le comparatif à s'ils avaient investi leur argent dans une SCPI plutôt que dans leur appartement qu'ils ont loué au cousin Joss. Je suis pas convaincu que dans beaucoup de cas, l'appartement physique soit gagnant par rapport au rendement des SCPI. Bref, allez, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de l'article. Donc le rendement locatif ou le taux de distribution. Donc là, les performances des SCPI s'apprécient au regard de 2 critères. Donc le taux de distribution, il s'agit des revenus que distribue la SCPI à chacun de ses associés et que l'on exprime en pourcentage de la valeur d'achat des parts. Donc le rendement locatif correspond au loyer net de charges et de frais de gestion qui est généralement distribué tous les trimestres. Donc c'est les loyers en fait, tout simplement. Et la deuxième axe de rémunération d'une SCPI, c'est l'évolution de la valeur de la part. La valeur des parts de SCPI évolue dans le temps en fonction des conditions de marché immobilier et du marché des parts de SCPI. Cette évolution de la valeur de la part fait historiquement apparaître à long terme des revenus de plus-value. Donc en fait, le rôle d'une SCPI, ça va être de collecter les loyers, mais surtout à l'achat, d'essayer d'acheter des biens qui sont sous-évalués pour pouvoir espérer une plus-value au bout de quelques années. À savoir qu'aujourd'hui, vous avez aussi plusieurs types de SCPI, c'est-à-dire que vous avez des SCPI qui sont focus sur un secteur d'activité, donc par exemple des SCPI de bureau, des SCPI dans la santé, des SCPI dans la logistique, des SCPI dans ce que vous voulez, et vous avez des SCPI qui sont aussi diversifiés, et vous avez maintenant même ce qu'on appelle des néo-SCPI qui sont ouverts depuis quelques années, qui investissent en France, qui investissent à l'étranger, qui vont vraiment investir en fait là où sont les opportunités de marché. Généralement, ce sont des SCPI qui sont plutôt diversifiés et qui sont pour moi les plus intéressantes et qui ont des taux de distribution et de performance qui sont assez intéressantes également. Après, faut faire bien attention parce que la plupart sont très jeunes et c'est très facile enfin entre guillemets, c'est très facile, c'est toujours facile à dire, mais c'est plus facile en tout cas de délivrer des gros rendements au début d'une SCPI parce que c'est là qu'on fait les bonnes affaires et machin. C'est beaucoup plus compliqué de le maintenir sur le long terme. Donc une SCPI qui a 3-4 ans et qui affiche un taux de distribution de 8% par an, vous pouvez vous dire ouais c'est génial, c'est pas dit que dans 10 ans ça soit toujours le cas. Par contre, vous avez des SCPI qui sont là des fois depuis 15-20 ans, qui eux ont toujours eu un taux de distribution relativement fixe, par exemple de, je sais pas, 6%, et là vous pouvez vous dire, écoutez, ça fait 20 ans qu'ils distribuent ça, alors bien évidemment on n'est jamais certain que c'est parce qu'ils le font depuis 20 ans qu'ils le feront encore pour les 20 prochaines années, mais s'ils ont été capables de le faire sur les 20 dernières années, ça prouve déjà la résilience de la compagnie, ça prouve que les mecs qui sont à la tête de la SCPI, normalement c'est pas des manches, et qui savent à peu près au moins ce qu'ils font. Bien évidemment, toutes les SCPI ne se valent pas, on l'a vu ces dernières années, avec notamment les SCPI bancaires qui ont pris une dérouillée monumentale avec une dévaluation des prix de part catastrophique sur les 3-4 dernières années. Pourquoi ? Parce que
En fait, c'est des SCPI qui étaient concentrés sur un marché, souvent des SCPI de bureau, souvent des SCPI qui achetaient des biens à la Défense, là où tout le monde achetait des biens. Et comme il n'y en avait pas, tout le monde achetait à peu près ce qu'il y avait à n'importe quel prix, parce qu'il fallait à tout prix acheter, parce qu'on collectait, donc il fallait investir. Et donc on a acheté des biens qui étaient un peu pourris, qui étaient pas avec des locataires qui étaient pas top, qui étaient un peu trop mal situés, on les a payés trop cher. Et ça, tant que le marché immobilier va bien, tout va bien. Par contre, quand les taux remontent à 4% et que le marché commence à se retourner, je peux vous dire que ça pique, hein. Et c'est ce qu'on a vu là sur ces dernières années. Et en plus de ça, le gros inconvénient de la SCPI, ça dépend comment vous détenez vos parts, c'est que vous avez des problèmes d'illiquidité. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui détiennent des parts de SCPI on dirait qui sont bloqués dans des SCPI qui sont pourris, sur lesquels personne ne veut acheter parce que ils ont pris une décote de 30 ou 40%. Et eux, ils veulent vendre leur part, mais en face, il n'y a personne pour acheter, donc ils sont bloqués là au milieu. Et si un jour, par miracle, ils arrivent à trouver quelqu'un pour les racheter, ce quelqu'un va leur dire, ok, vous êtes bien gentil, moi je vous rachète vos parts, mais je vous les rachète absolument pas au prix que vous en voulez, et je vous les achète à 30% moins cher encore. Donc ça reste risqué, c'est peu volatile, c'est lié à l'immobilier. On sait que l'immobilier, c'est quand même des cycles qui sont quand même très longs. C'est quelque chose qui ne fluctue pas, bien évidemment, comme la bourse ou la crypto. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de risque. Et il faut bien comprendre que quand vous allez investir dans ce genre de placement, que ce soit l'immobilier physique ou la SCPI, vous êtes sur du long terme. Déjà, votre appartement, si vous achetez dans l'immobilier physique, vous en avez pour 6 mois juste à l'acquérir. C'est pas pour le revendre généralement 2 mois plus tard. Il n'y a aucun intérêt. Vous allez payer des frais de notaire, vous allez payer des taxes, vous allez payer plein de choses. Si vous le revendez au bout de 2 mois, vous êtes sûr et certain d'être perdant. Et la SCPI, c'est pareil. Le sous-jacent, ça reste de l'immobilier, donc c'est le même principe. Et il faut bien comprendre que si vous allez investir dans des SCPI, votre argent est bloqué pour 8 à 10 ans minimum. Il ne faut pas investir des SCPI pour de l'argent que vous avez besoin dans 3 ans. Ça n'a aucun sens. Donc, le rendement locatif des SCPI est peu volatile. Donc, on voit qu'effectivement, le rendement locatif annuel des SCPI en pourcentage a diminué quand même un petit peu depuis les années 2000, on va dire. Mais c'est pas non plus une chute, quoi. On voit que ça fluctue pas à fond les ballons, quoi. On est passé de 7% en 89 à aujourd'hui, allez, on est aux alentours de 5%, on va dire. On est quand même monté à 8% début des années 2000, et depuis, on ne fait que baisser, là, même si on voit une courbe qui commence à se retourner un petit peu. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils nous ont fait des graphiques des performances globales des CPI comparées à d'autres placements. Donc, ici, vous avez la performance totale annuelle en pourcentage, et ici, la volatilité de la performance. Puisqu'en fait, c'est ça qu'il faut toujours comparer. Si je vous dis, moi, j'ai un placement qui vous rapporte 20% par an, mais à chaque jour, vous avez une volatilité de 40%, comme sur les crypto-monnaies, à la hausse comme à la baisse, faut être prêt à encaisser les chocs. Par contre, si je vous dis, moi j'ai un placement qui va vous rapporter du 5% par an et ça bouge quasiment pas, là je pense qu'effectivement ça s'adresse pas encore une fois au même profil investisseur, mais ça peut être plus intéressant. Donc on voit qu'ici, la classe d'actifs qui a été la plus rentable sur les 5 dernières années, bien évidemment, c'est les actions, mais avec une volatilité qui a été la plus forte aussi. Vous avez ensuite les foncières cotées, qui sont bien évidemment également des actions, les bureaux de France, les logements à Paris, les logements en France, les obligations, et vous avez ici la SCPI, qui a autant de volatilité qu'une assurance vie, qu'une livret A ou que l'inflation quasiment, et avec un taux de rendement à 6%. Donc vous voyez, pour le coup, sur les 5 dernières années, moi je trouve que c'est très pertinent d'avoir de la SCPI en portefeuille, puisque vous avez un taux de rémunération qui est quand même supérieur à l'immobilier physique, d'ailleurs, et aux obligations, et à l'assurance vie, et au livret A, et à l'inflation, avec une volatilité qui est quasi nulle, en fait. Donc pour moi, ça reste intéressant. Sur les 15 dernières années, on voit que ça va être à peu près pareil. Donc là, c'est des foncières cotées qui ont le mieux performé, mais avec une volatilité extrême. Les actions juste derrière, et juste derrière, l'or. Vous voyez, quand on dit que l'or, ça ne fait que monter, il n'y a pas de risque, l'or, c'est extrêmement volatile. Sur les 15 dernières années, c'est le troisième actif le plus volatile, juste derrière les actions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ensuite, en termes de rentabilité, vous avez eu les logements physiques, donc Paris en France, les bureaux en France, et qui ont une volatilité supérieure au SCPI, avec un rendement légèrement supérieur, mais pas non plus de folie. Et moi, personnellement, si encore une fois je dois choisir, je préfère avoir du 8% sur ma SCPI peu volatile où j'ai rien à faire, qu'avoir du 9 ou 10% sur mon logement avec le locataire qui m'appelle tous les jours parce qu'il a pété un truc dans l'appart. Après ça, c'est encore une fois propre à chacun.
Et vous avez enfin le dernier graphique qui est donc la même chose mais sur 30 ans, où vous avez encore une fois les actions et les foncières cotées qui sont donc les plus volatiles et les plus rémunératrices. Et vous avez l'ASCPI, donc on voit que sur des durées qui s'allongent, la volatilité est un peu plus forte, mais on est toujours quand même bien moins volatile que l'or, qui pour le coup est bien plus volatile que la SCPI et avec un taux de rendement qui est plus faible en plus, hein. Vous voyez, l'or, il est même en dessous de l'assurance vie, il est même en dessous des obligations pour une volatilité qui est plus forte. Et la SCPI, je trouve qu'elle s'en sort pas trop mal, puisqu'on est à peu près à 7%, avec une volatilité qui est à peu près à 8%. Donc pour moi, on est vraiment sur le bon juste milieu, et c'est une classe d'actifs que j'aime beaucoup, même si bien évidemment, comme je vous disais, elle a pas mal d'inconvénients, notamment son risque d'illiquidité. Après, pouvez les détenir dans des assurances vie. Enfin, vous pouvez faire des montages. On va pas rentrer là-dedans dans cette vidéo. C'est pas l'objectif. Encore une fois, vous pouvez également acheter de la SCPI à crédit. Donc, ça vous permet de pouvoir profiter de l'effet de levier que vous pouvez avoir également sur l'immobilier physique. Donc, c'est une classe d'actifs que moi j'apprécie particulièrement. Je pense que ça s'entend quand j'en parle, mais qui a quand même aussi pas mal de défauts. Et encore une fois, ça a sa place dans un patrimoine diversifié, en tout cas pour moi. L'avant-dernière classe d'actifs dont on va parler, et c'est peut-être celle sur laquelle il y aurait le plus de choses à dire, mais qui est extrêmement compliquée, sur laquelle je vais vraiment essayer de rester le plus possible en surface pour ne pas vous perdre. Il y aura certainement un jour sur cette chaîne une vidéo qui sera entièrement consacrée, et Dieu sait qu'elle sera longue, ce sera peut-être même une série de vidéos, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les obligations que je pense qu'une vidéo ne sera pas suffisante. Mais en tout cas, ce sont les obligations. Donc une obligation, c'est quoi? Une obligation, c'est un titre de créance. Donc en fait, c'est de la dette, tout simplement. Vous pouvez acheter des obligations de l'État français, vous achetez de la dette française, et l'État français vous remboursera à une durée convenue. Par exemple, les obligations assimilables du Trésor, qui sont les principales obligations de l'État français, ont généralement une durée de 10 ans. C'est ce qui drive les taux long terme en France. Et donc, par exemple, si vous achetez une OAT 10 ans du gouvernement français, le gouvernement français vous remboursera dans 10 ans, s'il en a la possibilité, avec un taux d'intérêt. Taux d'intérêt qui généralement est calculé grâce au taux sans risque, donc le taux interbancaire et choses comme ça, plus une prime de risque en fonction de l'émetteur de l'obligation. Parce que là, je vous ai parlé de l'État français. Vous voyez, par exemple, l'État français a une note qui a été dégradée par les agences de notation. Donc, ça veut dire que quand les créanciers vont acheter des obligations françaises, ils prennent plus de risques que ce qu'ils ne prenaient avant, puisque apparemment les finances de la France se dégradent, donc il y a de plus en plus de chances que la France finisse par un jour ne pas rembourser ses obligations, et donc ceux qui vont acheter des obligations, ils vont demander un taux de rendement qui soit supérieur pour le risque qu'ils prennent, bien évidemment, d'acheter sur des obligations de l'État français. Vous pouvez donc bien évidemment acheter des obligations d'État, mais également des obligations d'entreprise. Et parmi ces obligations d'entreprise, vous avez donc la catégorie Investment Grade, qui est donc en gros les entreprises qui sont haut de gamme, qui ont peu de chances de faire faillite, qui ont de la trésorerie, qui sont pas trop endettées. C'est pas pour ça, parce qu'elles sont investment grade, qu'elles peuvent pas faire faillite, mais en tout cas, normalement, c'est les mieux notés, on va dire. Et vous avez ensuite les high yield, donc les hauts rendements, où là, vous savez que vous êtes déjà sur des entreprises qui sont plus à risque. Et quand vous prenez plus de risques, vous demandez une plus forte rémunération, bien évidemment. Donc pourquoi investir en obligations? L'investisseur en obligations prête à un État ou une entreprise contre des intérêts. Les obligations permettent de diversifier ses sources de revenus aux côtés des traditionnels investissements en actions et en immobilier. Elles permettent aussi de diversifier son patrimoine sur un marché obligataire qui n'aura pas le même comportement que les autres marchés en cas de crise économique, d'où l'intérêt patrimonial. En tant que créancier, l'investisseur en obligations s'expose au risque de crédit, c'est-à-dire le risque de ne pas être remboursé par l'émetteur en cas de défaillance. Donc la solvabilité de l'émetteur est déterminante. Il ne faut pas confondre les obligations et les actions. Le créancier est l'actionnaire. L'actionnaire investit dans le capital de l'entreprise et devient copropriétaire pour en percevoir une partie des profits, sous forme de dividendes et de plus-value, alors que le créancier prête au compte des intérêts en comptant sur la bonne solvabilité de l'emprunteur qui doit honorer sa dette. En pratique, on peut tout à fait être à la fois actionnaire et créancier d'une même entreprise. Alors, déjà, je vais m'arrêter là pour vous expliquer pourquoi est-ce que souvent on dit que les obligations sont moins risquées que les actions. Même si vous allez voir que moi je suis pas forcément d'accord avec ça, mais pourquoi est-ce qu'on vous dit qu'une obligation est moins risquée qu'une action? Pour moi, il y a deux choses principales. Donc la première, c'est que comme vous le voyez ici, vous avez ce qu'on appelle sur les obligations un coupon. C'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise ou l'État à qui vous allez prêter votre argent va vous verser en gros des intérêts qui sont généralement trimestriels et qui sont
obligatoire quand vous achetez une obligation avec coupon. Vous avez des obligations qui n'ont pas de coupon, mais si vous achetez une obligation avec coupon, le, le créancier, enfin l'entreprise à qui vous, ou l'État à qui vous prêtez votre argent, a l'obligation de vous verser ce coupon. Il n'a pas le choix. Alors que sur une action, si demain l'entreprise va mal, les dividendes, c'est optionnel. L'entreprise peut très bien décider de dire on ne verse plus de dividendes parce que ça va mal et vous n'avez rien à dire. Ce qui n'est pas possible de le faire sur l'obligation. Donc c'est la première chose qui fait qu'une obligation est, entre guillemets, moins risquée. La deuxième chose, c'est qu'en cas de faillite de l'entreprise, les créanciers sont prioritaires sur les actionnaires. C'est-à-dire que quand on va liquider le patrimoine d'une entreprise, on va d'abord payer l'État, les impôts, les choses comme ça, toutes les charges, les salaires, les choses comme ça, et ensuite on va rembourser les créanciers. D'abord les créanciers professionnels, les banques, les choses comme ça, et s'il en reste un petit peu, les gens qui ont investi dans des obligations. Les actionnaires, généralement, quand on liquide une boîte, ils récupèrent que dalle. Donc c'est pour ces deux raisons qu'on dit qu'une obligation est moins risquée qu'une action. Moi, je suis pas spécialement d'accord avec ça, mais après, voilà, chacun, encore une fois, est libre de faire ses recherches par rapport à ça. Et le monde des obligations, c'est un monde qui est quand même ultra compliqué. Donc voilà, je vous laisserai vous renseigner sur ce sujet. Encore une fois, c'est pas le but de la vidéo. Donc, comment vous pouvez investir en obligations? Le fonds euro, on a vu tout à l'heure que principalement c'était de l'obligataire dans le fonds euro. Vous avez des fonds obligataires. Donc, en pratique, c'est des fonds qui sont accessibles en assurance vie parmi les unités de compte. Ce que je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui veut prendre une assurance vie, qui veut pas prendre trop de risques, qui va mettre 70% de fonds euros, il peut très bien décider sur ses 30% d'unités de compte de prendre des fonds obligataires qui sont normalement peu risqués, peu volatiles, surtout si on reste sur du investment grade, sur des obligations d'État ou des choses comme ça. C'est pas là qu'on prend le plus de risques, même si encore une fois, moi demain, je m'amuserai plus à prêter de l'argent à l'État français, en sachant, ou n'importe quel État d'ailleurs, en sachant que de toute façon la dette est complètement irremboursable et qu'aujourd'hui le seul moyen qu'ils ont de rembourser leur dette, c'est d'en émettre des nouvelles. Donc personnellement, moi, mon argent, je préfère le garder dans la poche que le prêter à l'État. Maintenant, prêter de l'argent à des entreprises qui s'en servent pour créer de la valeur, c'est déjà quelque chose qui est un peu plus intéressant. C'est entre guillemets un peu plus risqué parce que normalement, une entreprise, ça peut faire faillite. Et on a vu par le passé, même des entreprises qui étaient leaders incontestés dans leur domaine s'écrouler. Là, on parle de Kodak, on peut parler de Nokia, de toutes ces entreprises-là. S'il y a 20 ans, on vous disait que Nokia allait faire faillite, je pense que beaucoup de monde aurait rigolé. Et pourtant, aujourd'hui, Nokia, ils ont complètement disparu du paysage, par exemple. Donc, c'est plus risqué d'investir dans des entreprises, mais moi, je préfère prêter mon argent à une entreprise qui va créer de la valeur plutôt qu'à un État obèse qui a une dette irremboursable et qui, de toute façon, le seul moyen qu'aura de vous rembourser, c'est d'émettre des nouvelles dettes qui peuvent encore le faire. Jusqu'au jour où ils pourront plus le faire, et les derniers qui auront prêté, ce seront eux les dindons de la farce. Donc, on peut également investir via du financement participatif, le crowdfunding, on ne va pas s'attarder là-dessus, et l'investissement en obligations en direct. Donc on peut directement investir sur une obligation bien précise. Par exemple, les obligations Sanofi qui sont citées dans cet article, on verra un petit peu plus bas. Alors en pratique, il faudra passer un ordre sur un compte titre ordinaire, c'est le moyen le moins accessible car c'est plus technique que les fonds d'investissement et le ticket d'entrée est généralement plus élevé, souvent plus de 10 000 € d'investissement par obligation. Mais depuis septembre 2023, nous avons accès à une offre très accessible via Trade Republic qui permet d'investir dans 500 obligations d'État et d'entreprise à partir de 1 € seulement. Donc là, on a la fameuse pyramide patrimoniale et les obligations quelle part elles peuvent détenir. Donc ça, je vous laisserai regarder si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Ici, on a un peu le même graphique que ce qu'on voyait tout avant sur les SCPI. Donc, c'est l'espérance de gain à long terme et la volatilité. Donc, on voit que tout en bas, vous avez le monétaire qui n'est pas du tout volatile, mais qui a une espérance de gain très faible. Au-dessus, vous avez le fonds euro. Et juste au-dessus, vous avez du coup les obligations qui se situent même en dessous de l'immobilier des SCPI pour les investment grade et les obligations high yield qui, eux, se situent légèrement au-dessus. Donc, avec plus de volatilité et plus d'espérance de gain à long terme. Donc, il y a quelques années, les financiers américains comme Warren Buffett, Ray Dalio et tous ces gens-là disaient que le portefeuille type qu'on devait avoir pour investir sur le long terme, c'était 60-40. Donc 60% actions, 40% obligations. Les obligations étant censées diminuer la volatilité du portefeuille en cas de crise boursière et les actions étant là pour aller chercher justement la performance
parce que c'est les actions, hein, historiquement, qui rapportent le plus, largement plus que les obligations. Et donc les obligations sont plus là pour apporter un peu de rendement quand même en cas de crise. Si les taux remontent, les obligations, quand les taux vont baisser, les obligations seront intéressantes, et servir aussi de coussin en fait, d'amortissement pour diminuer la volatilité. Force est de constater que depuis 15-20 ans, ça a un peu changé. Aujourd'hui, principalement quand on avait des taux d'intérêt qui étaient excessivement bas, même des taux d'intérêt négatifs, les obligations, il n'y avait plus personne qui en parlait. Là, aujourd'hui, les taux ont remonté un petit peu, on recommence à en parler. Malgré tout, c'est quand même pas des taux qui sont absolument fracassants. C'est encore une fois une classe d'actifs qui peut faire partie d'un patrimoine diversifié. C'est pas une classe d'actifs que j'apprécie particulièrement, moi, à mon niveau. Mais en tout cas, pour les gens qui veulent pas prendre trop de risques, c'est quelque chose à connaître et ça peut tout à fait servir dans une allocation patrimoniale équilibrée de quelqu'un qui veut investir l'argent de son livret A pour aller chercher une meilleure rentabilité sans prendre trop de risques. Les obligations sont un bon outil de diversification. Ça peut permettre d'aller investir dans des entreprises sans prendre autant de risques qu'on est prêt à prendre sur les actions. Donc les caractéristiques d'une obligation, donc il y a la valeur nominale qui est la valeur de l'obligation lors de son émission. La maturité, donc c'est la durée d'émission, et le coupon, c'est le taux d'intérêt, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc par exemple, une obligation émise à une valeur nominale de 1000 euros, une maturité de 2 ans et un coupon annuel de 5%. Arrivé à maturité, l'investisseur sera remboursé 2000 euros, donc ce que vous avez prêté, et il recevra 50 euros d'intérêt par an, donc les 5% de coupon annuel. Donc au total, au bout de 2 ans, l'investisseur recevra 1000 euros plus 2 fois 50 euros, donc 1100 euros. Bien évidemment, toutes les obligations n'ont pas le même taux, puisque c'est la prime de risque de l'émetteur. Plus vous avez un émetteur qui sera sécure, qui aura l'air insolide, moins son taux, sa prime de risque sera élevée, donc moins le taux sera intéressant. Et à l'inverse, plus vous allez aller vers des entreprises qui sont de plus petite taille, qui sont un peu moins solides, et plus vous allez demander une prime de risque qui sera élevée, donc un taux de rémunération qui sera plus élevé, parce que vous prenez un risque qui lui-même est plus élevé. Les obligations sont sujettes à l'évolution des taux, inversement corrélées, c'est-à-dire que quand les taux augmentent, les obligations que vous avez déjà en portefeuille vont baisser, et à l'inverse, quand les taux baissent comme en ce moment, si vous avez déjà des obligations en portefeuille, ces dernières vont évoluer à la hausse. Et donc pourquoi? Parce que s'il y a 3 ans, vous avez acheté une obligation à 10 ans qui vous verse un coupon de 4%, et qu'aujourd'hui les nouvelles obligations qui sortent avec une maturité de 10 ans émettent un coupon de 3%, et sur le marché secondaire, vous avez des gens qui vont être prêts à vous acheter votre obligation à vous à un peu plus cher pour avoir justement ce coupon qui est un peu plus élevé que ce qu'ils peuvent avoir s'ils prennent des nouvelles obligations. Pour ça que le prix de l'obligation monte. À l'inverse, si vous avez acheté il y a 4 ans toujours cette même obligation qui verse un coupon de 4%, et qu'aujourd'hui, les nouvelles obligations qui sortent, elles versent un coupon de 6%, vous comprenez bien que si vous voulez les revendre, les gens ils vont vous dire, écoute, moi je veux bien te l'acheter, ton obligation, mais aujourd'hui elle verse 2% de moins que les nouvelles obligations que je pourrais avoir, donc je te les achète, mais je te les achète 10, 15, 20% moins cher pour pouvoir... pour que ce soit aussi intéressant pour moi, je ne vais pas te les acheter plein pot, alors que je pourrais en avoir les mêmes qui me rapportent 2% de plus par an. Voilà, donc on va pas développer plus que ça, mais c'est comme ça que fonctionnent en tout cas les obligations. Voilà, écoutez, c'est pas une classe d'actifs qu'on va développer plus que ça. Encore une fois, je ferai des vidéos dédiées aux obligations dans l'avenir. Il y a vraiment énormément de choses à dire sur ce sujet. C'est un marché qui est 1000 fois plus conséquent que le marché des actions, et pourtant qui est très peu connu des particuliers, parce que c'est principalement un marché institutionnel, un marché obligataire. Mais il y a énormément de choses qui s'y passent et vous n'avez pas idée d'ailleurs. Voilà, moi personnellement, pour les particuliers, c'est pas une classe d'actifs que j'affectionne particulièrement, parce que même si sur certains critères, on peut dire que c'est moins risqué que les actions, pour moi, c'est pas forcément vrai. Par contre, l'écart de rémunération, lui, il est vrai. Et donc, quitte à prendre un risque et d'investir dans une entreprise, autant aller le faire de la manière qui rémunère le mieux, c'est-à-dire en achetant des actions, plutôt qu'en ayant une impression de fausse sécurité, entre guillemets, pour moi, et un rendement beaucoup plus faible via les obligations. Mais encore une fois, pour quelqu'un qui ne veut pas prendre de risques sur son patrimoine ou qui est prêt à prendre un risque modéré, les obligations sont un produit qui est tout à fait pertinent pour diversifier son patrimoine, aller chercher des revenus entre guillemets passifs, et aller chercher un rendement qui soit plus intéressant dans tous les cas qu'un livret d'épargne classique, en tout cas. Et enfin, donc la dernière classe d'actifs dont on va parler, c'est celle dont on va passer le moins de temps dessus, parce que c'est celle dont on parle le plus sur cette chaîne, c'est bien évidemment les actions, avec le MSCI World, qui sur les 50 dernières années a un taux de croissance annuelle composé de 10,32%,
avec un écart type de 14,84%, donc une plus forte volatilité que sur tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais aussi une plus forte rémunération, bien évidemment. Donc, est-ce que c'est pertinent de parler d'actions par rapport à de l'argent qu'on a sur des livrets? Bah, si l'objectif c'est d'avoir la même sécurité que sur des livrets, bien évidemment que les actions, ce ne sera pas la classe d'actifs qui sera la plus pertinente, hein, ni loin de là. Par contre, si on est prêt à faire les choses correctement, qu'on se forme et qu'on surtout on a un horizon de placement qui est relativement long, c'est-à-dire 10, 15, 20 ans, les actions pour moi c'est le placement le moins risqué et le plus rentable que vous pouvez faire, hormis les crypto-monnaies sur lesquelles on n'a encore pas suffisamment de recul pour pouvoir se comparer à long terme. C'est pour moi la classe d'actifs la plus intéressante. Est-ce que c'est pertinent de comparer ça à de l'argent qu'on a sur son livret A? Encore une fois, ça dépend de ses objectifs et de sa durée d'investissement. Mais moi, c'est vraiment la classe d'actifs que j'affectionne le plus parmi toutes celles qu'on aura évoquées, parce qu'historiquement, c'est aussi la plus rentable, même si c'est aussi, bien évidemment, encore une fois, la plus volatile. On a toujours ce couple risque-rendement. Voilà, donc écoutez, on a abordé quand même pas mal de classes d'actifs. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo aussi longue. J'espère que je vous ai pas tous perdu en route et que ça vous a paru intéressant. Maintenant, est-ce que il y a une classe d'actifs qui est plus pertinente que l'autre en fonction de son profil? Est-ce qu'il faut tout avoir? Est-ce qu'il faut en avoir une ou deux? Est-ce qu'il faut... Voilà. Eh bien écoutez, ça va dépendre encore une fois de beaucoup de choses. Votre profil d'investisseur, votre horizon de placement, votre profil, vos objectifs, pardon, mais également votre patrimoine. Si demain, vous me dites que vous avez 10 000 euros à investir, est-ce que vous pensez que c'est pertinent d'avoir et de la bourse, et de la SCPI, et de l'immobilier classique, et de l'or, et du fonds euro? Bon, bah, si c'est pour mettre 500 balles dans chaque classe d'actifs, est-ce que c'est réellement pertinent pour vous? J'en sais rien, ce sera à vous de vous poser la question. Pour moi, pas du tout. Moi, c'est là que je trouve que mon avis est un peu contraire par rapport à ce que vous allez entendre par ailleurs. Oui, la diversification, c'est ultra important. Et oui, il vaut mieux avoir un portefeuille résilient qui fait du 5-6% par an sur du long terme, plutôt qu'un portefeuille qui, en année 1 et 2, va vous faire du 10% et après qui va vous faire du 2% parce que tout s'est cassé la figure. Mais en fait, ça s'adresse pas. La diversification, pour moi, elle est importante quand vous commencez à avoir un patrimoine qui est conséquent. Donc après, chacun mettra ce qu'il veut derrière le mot conséquent. Mais pour quelqu'un qui a 10, 15, 20 000 euros à investir, pour moi, c'est pas pertinent d'avoir 50 classes d'actifs différentes. Il vaut mieux se concentrer au début pour faire grossir son patrimoine et aller sur des choses qu'on va maîtriser, que ce soit de l'immobilier, que ce soit de la bourse, peu importe, quelque chose qu'on va maîtriser, quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui va nous permettre de pouvoir accélérer, de développer son patrimoine. Et bien évidemment que si on passe de 20 000 euros à 500 000 euros, là, on est bien obligé on est obligé de rien du tout. Mais en tout cas, ça commence à être bien plus pertinent de se diversifier, puisqu'en fait, au fur et à mesure que notre patrimoine grossit, on a aussi de moins en moins besoin, entre guillemets, d'aller chercher du rendement. Puisque si vous faites 10% sur 20 000 euros, ça vous fait 2 000 euros d'intérêt. Si vous faites 10% sur 500 000 euros, ça vous fait 50 000 euros d'intérêt. Vous voyez, la marge, elle est énorme. Donc, bien évidemment que, au fur et à mesure que votre patrimoine grandit, vous avez de moins en moins besoin d'aller chercher de la rémunération et vous pouvez de plus en plus diversifier pour avoir un portefeuille qui va vous rapporter un rendement qui soit plus ou moins équivalent dans chaque phase économique, qu'on soit en récession, qu'on soit en inflation, peu importe, vous aurez toujours des classes d'actifs qui vont performer par rapport à d'autres, qui vont toujours vous amener un rendement qui sera à peu près équivalent et qui vont vous permettre aussi d'encaisser les chocs. Quand vous avez un portefeuille qui pèse plusieurs millions, vous n'avez pas envie de vous taper un moins 50 parce que vous êtes uniquement sur la bourse, par exemple. Donc le fait d'aller chercher des métaux précieux, de l'immobilier, des obligations, ça va vous permettre d'encaisser des chocs. Et si la bourse dévisse de 50%, et que pendant ce temps-là, bah, du coup, l'or prend 20%, les métaux précieux prennent 20%, les obligations prennent 20%, bah, tout ça, ça va permettre que différentes classes d'actifs s'articulent entre elles et vous permettre d'encaisser le choc et d'avoir un portefeuille qui dévisse pas complètement. Donc, pour moi, la diversification, c'est primordial à partir du moment où on commence à avoir un patrimoine qui vraiment s'agrandit, grossit de plus en plus. Et plus son patrimoine grossit, et plus on doit être diversifié pour plus en plus amortir les chocs. Voilà, bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo aussi longue. J'espère que je vous aurai pas perdu en route. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. C'est très bon pour moi, pour le référencement de la vidéo. Vraiment, si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par ces sujets, bah, n'hésitez pas à leur partager la chaîne ou la vidéo même directement. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite vraiment à le faire. C'est ce qui soutient le plus mon travail.
Et si vous le faites, je vous invite à bien activer la petite cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Et moi, j'espère justement vous retrouver sur une prochaine vidéo pour vous aider vous aussi à devenir un investisseur indépendant. Et je vous dis allez, ciao, à la prochaine.